Madame Marguerite Grèce, Oui. bonjour. Merci Bonjour. beaucoup de nous recevoir. Alors, pouvez-vous en quelques mots vous présenter tout d'abord? Oui, voilà, je m'appelle Marguerite Cress, je suis née à Guépulaire. Autant que je me rappelle, c'était rue des Francs. Et par la suite, on a habité place Saint-Léger pendant des années. Et par après, on a déménagé, je ne sais pas, années 41, 42, rue de l'Hôtel de Ville. D'accord. Jusqu'à mes 21 ans, j'étais là-bas. Et puis, donc, depuis, j'ai déménagé, je me suis mariée, j'ai déménagé à Mulhouse. Et voilà, aujourd'hui, j'habite Mulhouse. Alors, vous êtes né, si je peux me permettre, vous êtes né quel jour, de quelle année et Oui, où? je suis née le 15 janvier 1929, un hiver, paraît-il, très très froid, parce que ma maman disait que le lait, il gelait à l'intérieur dans les pots. C'est connu d'ailleurs que c'est un hiver très froid. Alors, donc, quel est le... Donc, vous aviez quel âge quand l'Allemagne, finalement, a annexé, comment dire, Ben, l'Alsace et... mais c'était donc, faut calculer, hein, c'était en 39, 39-40. Alors, il faut... Quel âge que j'avais? Aide-moi vite. vous aviez 12 ans. Oui, c'est possible. Bon, là, j'aurais quelque chose à raconter que je me rappelle très bien, parce que quand c'était la débâcle, il y avait donc la ligne Maginot, et il y avait les militaires qui revenaient de la ligne Maginot, avec les chevaux, avec les voitures, on dit les Leitwalk en alsacien, enfin, avec les chevaux, quoi. Ils étaient quasiment en sabots, les soldats, ceux qui revenaient de la ligne Maginot. Ils étaient vraiment là, ils ne savaient pas quoi faire. Et à Guépulaire, il y avait un bistrot derrière l'église, sur la place, enléger un peu. Et ils s'arrêtaient là. Et la bistrotière, elle a dit, allez chercher Joseph, allez chercher mon père. Il est venu, elle a dit, qu'est-ce que je fais avec ces hommes? Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et puis mon père a dit, bon, écoute, allez chercher un tel, dites-leur de préparer du café, des sandwichs, qu'ils les apportent ici. Et pendant ce temps-là, mon père a expliqué, je ne sais pas si c'était encore un capitaine, un lieutenant, je ne sais pas qui c'était, il lui a expliqué où c'est qu'il faut passer pour aller dans les Vosges, pour passer les Vosges encore. Et figurez-vous que j'ai habité 30 ans là-haut, au Réberc, et j'avais donc des propriétaires qu'un jour, je leur ai raconté ça, et la dame, ils étaient de Dijon, et la dame me dit, mais c'est exactement l'histoire que mon père racontait. Je dis, donc, ils faisaient partie de ces hommes-là. Donc, ils ont dû passer, ils ont dû arriver encore de l'autre côté, ils ont arrivé encore à Saône-Libre, après dans les Vosges, quoi. Et bon, il y a beaucoup de choses que mon père a fait de ce temps-là. Il a déménagé des personnes complètement, 2-3 fois tous partis dans Saône-Libre, jusqu'à ce que des fois les voitures rendaient l'âme. Et votre papa, donc, quelle était son activité? Vous pouvez nous présenter votre famille, d'ailleurs. En 1939-1940, votre famille se compose de qui? Oui, là, on n'était que 4 enfants, parce que mon plus jeune frère, il est né qu'en 46. Et puis, bon, il y avait mon frère aîné, 3 ans plus âgé que moi, il y avait ma sœur, 7 années moins que moi, et mon autre frère qui avait 5 ans de moins que moi. Et frère Robert, il y avait Jacqueline, Jean, Jacqueline, Robert, donc moi au milieu. Et donc, son métier, leur métier, vos parents? Enfin, mon maman n'avait pas de métier, mais papa était électromécanicien et en plus, il était encore le même métier que Richard faisait, tourneur. Ces 2 métiers, il les a appris. Et il a appris donc, par la suite, il s'est mis dans le truc, il s'est mis aussi à vendre des radios, à réparer des radios. Il réparait tous les radios, il réparait tout ce qui était réparé en électricité. Hein. Il a fait des kilomètres d'installation d'électricité dans les mines de potasse.
Des kilomètres il en a fait en installation. Et puis voilà, après il a travaillé au Cardorin. Avant la guerre, justement, là encore avant la guerre, mon papa travaillait au Cardorin. Et puis à la débâcle également, il a déménagé le directeur, M. Supra. C'était un Français de l'intérieur, comme on dit chez nous. Hein. Et puis il lui a tout déménagé avec la voiture du Cardorin. Et quand il avait terminé, M. Supra dit, M. Grèce, vous prenez la voiture, vous mettez votre famille dedans, vous partez. Puis il a dit, où est-ce que moi je veux aller? Je ne sais pas où aller. Il a remis la voiture au Cardorin. Il leur a rempli tous les trucs avec de l'essence pour qu'ils puissent travailler. Et quand les Allemands étaient là, quand la direction a changé, on l'a licencié. De peur, ils avaient peur qu'ils prenaient de la place, hein, ils prenaient trop de place. Parce que tout le monde l'appelait, il venait même le matin, des fois, dans le temps, on ne fermait pas les portes à clé. Les portes étaient toujours ouvertes. Des fois, le matin de bonne heure, il y avait quelqu'un devant le lit qui disait « Joseph, venez, on n'arrive pas à mettre les machines en route ». Et ça, c'était dans le Cardorin, hein, tout ça. Et puis donc, après, il était chômeur. Et comme il a été opéré de l'estomac. Et par le docteur Léger, qui était connu à Guépillère. Léger, c'était un vrai chirurgien de ce temps-là. On lui avait déjà enlevé un morceau de l'estomac, donc il n'était plus en truc de faire du gros travail. Mais il a travaillé d'abord à Siemens. À Siemens, là j'ai même... est-ce que je l'ai mis? Je l'ai posé là-haut. Une photo. Et il a travaillé à Siemens pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis après, comme il était de nouveau malade, il a été opéré une deuxième fois. Il ne pouvait plus travailler dur. Et c'est le docteur lui-même qui lui a trouvé cette place à la défense aérienne. C'est lui-même, et pourtant bon, c'était géré par les Allemands, c'est normal. Hein. Mais c'est le docteur qui lui a trouvé cette place. C'est quoi la défense aérienne? Mais il devait expliquer aux gens, il devait aller regarder les greniers, les gens devaient vider les greniers, il devait mettre des seaux de sable et des seaux d'eau au cas des bombes incendiaires, vous voyez. Ils allaient même dans les villages, tout le tour de Guépillère, tous les villages, ils devaient aller instruire les gens ce qu'il fallait faire en cas d'incendie. Et alors, l'incendie à cause de bombardements? Oui, parce qu'à ce moment, on lançait aussi des bombes incendiaires hein, qui ne faisaient que brûler. Hein. Et donc, ils devaient expliquer ça. Bon, ils avaient une attraction avant, il était avec un Allemand, M. Butler, et ils se comprenaient très bien parce que pendant que M. Butler, l'Allemand, se prenait pour un chef, il expliquait aux paysans comment il fallait faire. Mon papa était avec monsieur le maire et il discutait politique. Donc il revenait toujours avec quelque chose, avec du lard, de la farine, tout chaque fois. Et parce que mon père voulait, il a dit, bon, il veut être le chef, il n'a qu'à se mettre devant moi. Je me mets derrière, ça ne me dérange pas. Voilà. Et puis comme ça, bon, il a fini son truc. Il était là-bas jusqu'à le truc, la débâcle après qu'il y aura les trucs français qui nous sauront la libération, jusqu'à la libération. Il a travaillé là-bas. Et alors l'annexion, est-ce que vous avez des souvenirs? Qu'est-ce que ça représentait pour vous à l'époque, pour votre famille, l'annexion? L'Alsace redevient allemande. Oui, mais mes parents, maman, elle ne savait pas écrire français. Hein. Papa savait un peu. Mais ils parlaient tous toujours allemand alsacien. Ils allaient à l'école allemande. Hein. Et donc, à part les premiers Allemands qui arrivaient, ça c'est Guy. Et c'était des pauvres types, on voyait des pauvres types, des vieux soldats qui arrivaient déjà fatigués de la guerre, qui arrivaient. Et puis bon, c'était, à ce temps-là, on avait encore à manger. Et puis par la suite, évidemment, c'était ravitaillé, ça devenait on n'avait plus grand-chose et tout ça. Mais
On n'a pas trop souffert chez nous, je trouve. On n'a pas trop souffert. Moi, le directeur de la défense aérienne était un professeur d'école. Mais lui, il était bénévole en tant que directeur de la défense aérienne. Et à un moment, évidemment, vous savez, c'était difficile de dire à Hitler. Hein. Ma maman disait « Pouchour » en passant. Alors il a fait la remarque et dit à mon père « Écoutez, si votre femme me croise, qu'elle dit au moins Heil Hitler ». Et donc, à la défense aérienne, il y avait des vrais partisans. Et mon papa savait, hein. Et M. Lacha de Soult, c'était très connu, c'était une personnalité très connue. Et il lui disait un jour, M. Kress, faites attention, vous êtes sur la liste noire. Et tous les gens croyaient toujours que mon père était vraiment bon allemand, vous voyez. C'est pas vrai, c'était le contraire. Hein. Ça venait juste parce qu'il travaillait là. Hein. On lui a donné à maman, on lui a donné du tissu pour faire l'uniforme parce qu'elle faisait partie de l'aviation. En somme, la même couleur que portaient les uniformes d'aviation. Tout le tissu, il avait le képi, il avait le poignard. Maman n'a jamais fait un uniforme, jamais porté un uniforme. Il n'est jamais allé à un truc, à un défilé, jamais. Et puis, après la guerre, maman a fait des pantalons à mes frères avec le tissu. Alors, l'annexion, est-ce que on parle de ce que les Allemands ont imposé à la population? Par exemple, l'obligation de parler allemand, Ah oui. comment dire, on a Oui. débaptisé les rues, qu'est-ce oui. qu'on peut encore dire, qu'est-ce qu'il y a eu encore? L'école allemande. Oui, L'école allemande. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période, du début de... Moi, écoutez, j'ai appris 4 ans de français, donc 6 ans à 10 ans. Alors, du jour au lendemain, vous n'aviez plus le droit de parler français. Hein. Et après, j'ai fait 4 ans d'allemand. Mais bon, à l'école, il n'y avait pas de problème. On avait également encore des professeurs qui étaient de la région, donc pas vraiment des Allemands. On avait même des bonnes sœurs au début encore. Et après, bon, elles n'avaient plus le droit d'exercer les bonnes sœurs. Et voilà, c'était... Bon, non, à l'école, on n'a pas trop souffert, mais... Bon, mais j'étais après quand je suis sortie de l'école, on a dit ceux qui n'avaient pas d'apprentissage en vue, qui n'avaient pas de travail en vue à 14 ans. Hein. On devait faire une année de Pflichtjahr, on disait ça. Pflichtjahr, ça veut dire une année de servir à quelque chose. Hein. Vous n'aviez pas le droit, c'est un monsieur qui habitait dans la maison. On n'avait pas le droit de rester à la maison sans rien faire. Quand je suis sortie, oui, pour cette année, après la sortie d'école, après mes 14 ans, et puis donc, mon père a dit, écoute, moi je connais un ingénieur qui travaille à la ville, M. Friedrich, mais il était bon allemand, hein, celui-là quand même, mais il le connaissait avant déjà. Alors il a dit, elle a des enfants, ils ont une grande maison, tu vas aller travailler chez eux pendant 1 an et vous n'êtes pas payé. Hein. Je gardais les enfants, je faisais du ménage, je partais avec eux. Et un jour, lui, M. Friedrich, était du Rothberg. Et alors de temps en temps, on allait avec les enfants au Rothberg. Et un jour, en revenant, il y avait un groupe, en sortant de la gare de Kepler, il y avait un groupe de jeunes qui marchaient devant nous et qui parlaient français. Et du coup, après, elle me dit, Madame Friedrich, qui me dit, vous avez entendu Marguerite, je vais les dénoncer, ils ont parlé français. J'ai dit, Madame, moi, j'ai rien entendu. Sur le coup, heureusement que je l'ai entendu, mais j'ai rien entendu, Madame. Elle a dit, mais je vais les dénoncer. Hein. Et j'ai été appelée à la Gestapo. J'ai dit à mon papa, écoute, elle m'a dit, tu n'as rien entendu. Il me dit, tu n'as rien entendu. Hein. Et en effet, j'ai persisté que j'ai rien entendu et on m'a relâché, ils ne pouvaient rien faire. Elle a dit, elle les a entendus et je sais, c'était vraiment un groupe de jeunes qui étaient connus pour être des jeunes bons français encore. Et ça, c'était la Dédé Schwartz qui avait un bistrot le long de la gare. Là-bas, il y avait un bistrot et il était avec des jeunes là et c'est eux qui parlaient. Et c'est comme ça qu'il fallait quand même faire attention à ce qu'on disait, et puis
bon, autrement, moi j'avais des trucs, des instituteurs, institutrices qui étaient très bien. Je ne pouvais pas dire ils ne poussaient pas. On devait, évidemment, on ne priait plus quand on rentrait à l'école. On disait, on veut dire Heil Hitler en rentrant, oui, ça c'est sûr. Mais les profs n'étaient pas toujours d'accord non plus, ils étaient obligés. Alors, il y a, comment dire, quand on parle de nazification, Oui. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu ce fameux drapeau avec la croix nazie sur l'hôtel de ville? Oui, certainement, mais je pense qu'on ne faisait pas trop attention. Oui, certainement, il devait y être. Hein. Est-ce que toi, tu te rappelles, Guy? Pas spécifiquement du drapeau, mais il était partout. Hein. Oui, oui, je pense que quand il y avait des manifestations, il y avait les drapeaux partout. Hein. Mais vraiment, ça m'a pas vraiment, que ça m'est resté spécialement en tête, ça. Et ces rues qui ont été débaptisées, ces Oui. rues qui ont été, alors Oui. la rue de la République, c'était la rue Adolf Hitler. D'abord, c'était la place Saint-Léger était Adolf Hitler. Et après, on l'a nommé Karl Rossplatz, oui. Ah, non, où est-ce que je l'ai mis? Carte d'André. Parce que là, j'ai quelque chose à vous voyez. Et ça, c'est un truc. Mon cousin qui est revenu de Schirmeck quand ils l'ont mis là, dans le Lagre. Et donc, il a envoyé à mon père, hein, c'était Karl Rossplatz. Mais avant, c'était Adolf Hitler Platz. Et ensuite, Karl Rossplatz. On parle aussi des jeunes qui sont partis au service du travail obligatoire. Oui, là, je faisais un truc. Je vous remets ça. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est vraiment un vrai malgré nous. Qu'il a écrit, c'est de mon cousin. Si vous voulez, je vous le donne. Vous le mettez remis de Madame Marguerite Kress, cousine de André Chalère. Et c'est quoi là? Ça, c'est tout. Il a écrit tout, du départ jusqu'à la fin, ce qu'il a passé. Et avec la date et tout, avec les dates et tout. Hein. Je vous le remets parce que je fais une photocopie pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez lire, c'est très intéressant. D'accord, ok. Donc c'est toute sa vie en fait, Oui, quand il a été incorporé dedans, oui, c'est ça? voilà. Des grands moments. Oui, tout, et il a tout marqué, c'est lui qui marquait dans les carnets, hein, pendant tout son truc, hein, c'était... Alors il y a le service de travail obligatoire, mais il y a aussi les incorporés de force, quoi. Je veux dire, est-ce que vous avez des amis aussi qui... Mais c'est lui, D'accord. C'est ça, oui. Et puis mon oncle, tout à la fin de la guerre, l'oncle le plus jeune, il a encore été incorporé, et puis je ne sais pas quel âge il avait été déjà, 40 ans passés largement. Hein. Les derniers qui sont encore incorporés, bon, c'était pratiquement la fin, hein. Ils ramassaient tout, jeunes, vieux, tout y passait. Hein. Alors, la vie sous l'occupation, donc de 40 à 40, juste avant la libération, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça qui vous reviennent, qui vous ont marqué sur la vie de tous les jours, sur... Même pas spécialement, la vie était... On avait des réductions, hein. On avait des réductions en nourriture et en tout ça, mais en tant que... Bon, on vivait quand même la vie des jeunes, parce que nous, on allait toujours en forêt, on allait chercher tout ce qu'on pouvait trouver, et puis autrement, on suivait le cours des choses, hein. À part que des fois, il disait, mon père, attention. Hein. Et puis, donc, son papa, il habitait juste au-dessus de nous. Là, monsieur écrit des livres, hein. Il a écrit plusieurs livres déjà. Et puis, l'autre jour, j'ai lu dans le livre qu'il a dit, mon papa, il écoutait aussi l'anglais, hein, mais en cachette. Hein. J'ai dit, je vais vous dire comment votre papa, il écoutait l'anglais. Parce que son papa était un gendarme français.
Et donc, il devait se méfier de tout. Hein. Il ne veut pas se mettre en premier plan hein, pour ne pas être importuné. Et alors, il disait, quand c'était 8 heures du soir, quand la musique commençait de Gaulle, nous, on avait la radio, enfin, pas, on avait des radios partout, une radio qui allait vers le jardin, vers l'arrière de la cour. Alors, il était là, alors il disait, maintenant, 8 heures, Monsieur Meyer descend. Maintenant, il va à la cave. Maintenant, il monte sur l'échelle. Maintenant, je vais monter un peu le son pour qu'il entende au moins ce qu'il dit à la radio. Ce que dit, attendez, donc là, vous parlez de Radio Londres, c'est ça? C'est Radio Londres, vous écoutiez Radio Londres? Oui, Radio Londres, oui, Radio Londres tous les soirs, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, expliquez-moi, donc Radio Londres tous les soirs, c'était un rituel hein, Oui, c'était papa. Alors on savait, bon maintenant, alors là, il disait mon père, maintenant c'est Monsieur Meyer qui descend. Bon, il ne voulait pas se mettre en truc, et mon père il rigolait, mon père il savait qu'il avait peur et tout ça, alors il disait rien, il rigolait, je dis bon, je vais quand même lui faire, pour qu'il entende un peu mieux. Hein. La méfiance est générale de toute façon. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire que, donc en fait, il mettait un petit peu plus fort Oui. là, pour que le voisin Non, entende. en bas, la cave. Nous, on était au rez-de-chaussée. Et les anciennes maisons, on entend tout. Hein. Il n'y avait que des planches. Hein. Et donc, lui, il montait sur l'échelle et donc, il entendait ce qui se passait au rez-de-chaussée. D'accord. Alors justement, le débarquement, c'est le 6 juin 1944. Comment vous l'apprenez? Est-ce que vous vous souvenez du moment où, comment ça se passe quand le débarquement, comment vous le apprenez Non, le débarquement, non, parce qu'on n'avait pas de télévision encore. Hein. On avait ce que la radio nous disait. Hein. Et le débarquement, nous, on était encore allemands quand il y avait le débarquement. Hein. Alors, vous n'entendiez pas grand-chose. Hein. Vous entendiez juste les nouvelles de Londres, que vous appreniez ce qui se passait autrement. Mais autrement, on n'est pas trop au courant. À part les gens qui étaient vraiment partisans et tout ça, qui savaient par d'autres ce qui se passait un petit peu plus. Mais non, je ne me rappelle pas vraiment. Par la suite, bien sûr, on a tout su. Mais le moment même, non, pas vraiment. On ne s'est pas trop rendu compte. Et alors donc, à partir de quand l'espoir va renaître? À partir de quand? Est-ce que vous avez des souvenirs où vous avez l'impression, vous dites, oh là, il se passe quelque chose, ça change? Oui, il se passait quelque chose, justement, quand ça commençait à se rapprocher, là, on a dans le journal, 2 journaux, quand il commençait à se rapprocher, mon père, il suivait, il me disait, ils sont là, on va bientôt être libérés, ils sont là. Mais vous voyez bien, il y avait toujours sur Kepler des Allemands. Il y a des Allemands. Sur Kepler, il y avait les Allemands, les autres trucs étaient libérés déjà. Tout ça, il y avait juste ce truc qui était encore allemand. Et le reste, Mulhouse, tout ça était libéré déjà en 1944. Hein. Et nous, on était toujours dans cette enclave allemande. Et tout le monde attendait. Nous, la vie continuait, mais enfin, un jour, bon, ça c'était encore avant la débâcle, donc tout le monde sait qu'il y avait une école SS en bas, à côté de l'église Notre-Dame. Hein. Et puis un jour, un soir, mon père rencontre un jeune SS qui était déprimé, qu'il a rencontré dans sa bistrot. Hein. Et ce jeune lui a raconté la vie, qu'il était en Somme, c'était un Berlinois, et il était avec un ami, et les avions commençaient à bombarder. Il est allé là, dans un abri, et ses parents avaient une maison, ils sont allés, mais il n'était pas avec les parents dans l'abri également. Et après le bombardement, quand il est sorti, il n'y avait plus de maison des parents, il n'y avait plus de parents, il n'y avait plus personne. Il y a lui qui a survécu parce qu'il était avec un cobain dans un autre abri. Et il était donc à ces moments-là, bon, dans l'état qu'on peut penser que quelqu'un
Alors ce jeune, le copain l'a emmené, je ne sais pas si c'était le même jour ou un jour après, ils étaient quelque part également dans un bistrot, et dans ce bistrot, il y avait des SS. Et ces SS lui ont fait signer des papiers. Il a dit, je ne savais même pas ce que je signais. Je ne savais pas ce que je signais. Ce jeune, il pleurait. Alors papa a dit, venez avec moi. Il l'a ramené à la maison. À un moment, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, laisse-moi faire. Je dis, Joséphine, cherche les affaires de Jean, cherche les vêtements de Jean. Et maman, elle a dû couper, brûler toute cette uniforme et tout. Ils l'ont habillé en civil. Et il lui a tracé le chemin. Il a dit, même si tu te fais prendre après en tant que prisonnier, c'est pas grave. Hein. Mais on n'a jamais su s'ils ont passé. Hein. Il est parti, ce jeune est parti. Donc, c'est un déserteur. Hein. Il est parti et puis, voilà. Il a fait plein de choses, mon père. Comme ça. Le 18 novembre 1944, il y a Guebwiller qui est bombardé. Hein. Oui, ça, on se rappelle très bien. Tous les deux. Alors, Parce que là, j'étais dans le jardin avec ma grand-mère et on suspendait du linge. Et je regarde en hauteur, je dis, grand-maman, regarde, il y a quelque chose qui tombe. Hein? Elle m'a pris par la main, elle dit, vite à la cave, vite à la cave. Et puis bon, quand on est ressorti, c'était le quartier des Bonnes Sœurs. Bon, on avait combien de morts? On avait quand même pas mal. Hein? 23 morts, hein, et des personnes qu'on connaissait, hein, finalement. Et puis, bon, monsieur Meyer, il était plus haut, plus jeune, il les a vus aussi tomber, les bombes. Oui, on était dans la rue, oui, et puis on a vu les avions, et on voyait les avions, oui. Oui, on voyait, tac, 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 on tac. s'est mis dans un couloir qui était ouvert, une maison, et on est tout de suite reparti et pour rentrer donc à la maison, où on habitait, hein. Ouais. Et à peine on était dedans, les bombes sont tombées là, à l'endroit où pratiquement nous étions. Hein. Oui, à Ville-Haute, oui. Ça allait gêner. Ouais. Il y avait un magasin de musique là, qui était démoli, etc. Mais ce qui est curieux, moi j'y pense toujours, pourquoi ces points qu'on voyait, est-ce que c'était des bombes? Oui, c'était des bombes. Moi, je les voyais comme ça. Elles descendaient lentement. Ouais, je pense. Oui, c'était comme ça, comme ça, Elles comme ça. descendaient Ouais. lentement, hein. Oui, c'était des bombes. Oui, ça dépend de la hauteur qu'ils avaient. Hein. Ouais. et donc Guebwiller, après ce bombardement, est vraiment touché, quoi. Oui, des touchés, oui, mais c'était l'unique bombardement qu'on a eu. On n'a pas eu d'autres bombardements. Et ils disent, ils n'ont jamais compris pourquoi. Parce que c'était les Anglais. On les entendait tous les soirs, on les entendait passer, très lourds, chargés, hein. On entendait le bruit. Et on les entendait 1 heure après revenir avec un autre bruit. Hein. Alors, ils se sont toujours demandé pourquoi. Et moi, mon avis, c'est qu'il avait encore des bombes. Ils se croyaient encore en Allemagne, parce que bon, la frontière n'était pas loin. Hein. Ils se croyaient encore en Allemagne, ils ont vidé le reste qui restait. Hein. Ça, c'est possible, hein, c'est une possibilité. Hein. Mais on ne sait pas. Ils n'ont jamais su pourquoi les Anglais nous ont bombardés. Hein. Ils sont passés, En revenant. Ils revenaient d'Allemagne. Oui, ils revenaient passaient, d'Allemagne. Et ils sont revenus pour bombarder, donc je ne pense pas qu'ils se sont trompés de... Qui sont largués le reste qu'il avait encore. Je ne pense pas qu'ils se croyaient en Allemagne, je pense pas. Parce que sinon ils passaient, ils larguaient, ils continuaient. Moi je pense que Ils sont revenus. Ils sont revenus et peut-être... Manger. Hein, Silence. Schlumberg, ils Ah. voulaient vu, parce que là, les gens travaillaient pour Ah, l'armée. Hein. d'abord, ils ont dit... Ils sont un peu plus, donc ils sont plus vers la ville, ils sont loupés à Oui. l'usine. Hein. Bon. Ou alors il y en a qui disent... Ils ont dit parce qu'ils qu'il y avait cherchaient des la ondes, commandanture. enfin, la radio, ils ont capté quelque chose. D'autres ont dit qu'il y a eu un regroupement SS au Canon d'Or. Mais comme dit, le fait de passer, bon, ils sont allés en Allemagne. Oui, ils c'était sont au revenus, ils sont retour. passés et ils sont revenus, C'était au donc, retour. Je pense pas qu'ils se sont trompés de frontière. Je pense pas. Je pense qu'il y avait quelque chose. Ils voulaient toucher quelque chose. Mais ils ont dit qu'ils voulaient toucher la commandanture, mais c'était pas l'endroit. Hein. C'était pas le bon endroit. Oui, mais c'était pas loin de la commandanture.
non plus l'endroit de l'impact. Mais bon, La commandanture, elle était où? mais je ne sais même pas exactement où Elle elle était- était. Parce que le problème, c'est que les Allemands étaient dispersés un peu dans tous les bâtiments de la Oui, ville. il y avait et- un bâtiment principal à Guebwiller et c'était vers la ville haute déjà. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, c'est transformé en EHPAD. Et, C'est c'est- peut-être À la Millau préfecture. Bois fleuri. non, Bois non, fleuri. c'est vers Bulle. Ah, le vers bois fleuri. Bulle. Ah, c'est bois fleuri. Le bois fleuri, alors. Le château. le bois fleuri. Voilà. Tu vois? Là-bas, c'était le QG des. Ah, ça, je ne savais pas. Yes. Ça, je ne savais Le pas. problème, c'est qu'à Guebwiller, il y avait une telle présence allemande à l'hôtel de l'Ange, Oui. etc. C'est que j'ai un peu du mal à savoir quelle Exactement. administration allemande était là et là et là. Et donc, c'est vrai que là, ça me permet un petit peu de recueillir des informations. Pour au moins une partie, on savait la Neuenbourg, on savait. Le J'ai hôtel de toujours l'Ange, mais entendu ils sont répartis qu'ils disaient sur- qu'ils voulaient toucher la commandanture et qu'ils l'ont loupé. Ça, j'ai toujours entendu, mais bon. Et ça pouvait être Schlumberger pareil, hein. Ils fabriquaient quand même de la munition et tout ça. Ouais, hein. c'était Siemens qui fabriquait Oui, mais des c'était quand pièces même. détachées Oui, des- oui, oui, des bombes, ils ont ouais. travaillé pour les Allemands encore, bien sûr. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'on aura la réponse. Avant la libération et avant que la grande offensive de la première armée, hein, qui va être longue, qui Oui, va être oui, compliquée, oui, oui, oui. donc les Allemands s'organisent. Bah, on a l'impression que Guebwiller est un peu en état de siège. Oui. On prépare l'arrivée Oui. des. Bah, les Allemands préparent Oui, l'arrivée oui, des- Mais des comme Alliés. il n'y avait plus beaucoup de, comment dirais-je, d'organisation. Ils étaient un petit peu dispersés, je pense qu'ils étaient un peu perdus déjà, hein, parce qu'ils ne savaient plus à quoi s'en tenir. Hein. Donc il y en avait un peu partout, ça c'est sûr, jusqu'au soir, jusqu'à la veille au soir, là, où ils se sont rassemblés, parce que même à la société de gymnastique, il y avait des troupements là-bas aussi. Hein. Et puis jusqu'au soir, là, où on nous a réquisitionnés un lit pour Le soir, donc vous parlez de quel soir, de quelle date? le 3. Le 3. Le 3. Donc le 3, il se passe quoi le 3? Le 3, on est venu, quelqu'un de la mairie Ouais. est venu, vous devez, on réquisitionne un lit, je ne sais pas ce que c'était comme lieutenant ou commandant, on ne sait pas, hein, ça je ne me rappelle pas. Donc peut-être laisser dans les archives que vous savez qui était le dernier commandant de la place, je ne sais pas. Et donc ma mère a préparé un lit, et nous, les jeunes, bon, il est arrivé dans la soirée, et puis mon père a dit, ben, il ne verra pas le lit. Hein. Mon père l'a pris à la cuisine, il lui a parlé, il lui a expliqué, il lui a montré qu'ils sont retournés, il lui a tout montré. Hein. Il lui a tellement discuté, il lui a dit, prenez vos hommes, partez, peut-être vous pourrez encore passer à Chalampé, peut-être vous épargnerez vos hommes et vous épargnerez la ville de Guebwiller. Et puis le matin, au lever du jour, il n'y avait plus personne, la ville était vide, à part les quelques SS qui restaient. Et mon père savait ça aussi, il savait qu'il y en avait. Donc il a dit à ma mère, je ne peux pas rester là, il faut que j'aille les attendre, sinon ils vont faire comme partout, ils vont tirer en croyant qu'il y a des Allemands encore. Hein. Et puis il est allé vers l'hôtel de l'Ange avec un drapeau, un truc blanc pour leur dire ne tirez pas, il n'y a plus d'Allemands. À part que donc ces Allemands qu'ils ont allé, et là il y a eu des coups de fusil, il y a des coups de, je ne sais pas, même canon, je ne sais pas s'ils ont tiré des coups de canon, ils disent que oui. Et puis il y a eu, je crois, quelques morts aussi là dans le. Oui, et après c'était fini, il n'y avait plus d'Allemands en ville, la ville était vide. Hein. Ils avaient tout rassemblé, ils étaient tous partis. Hein. Donc on n'avait pas un coup de feu sur un bâtiment. Guebwiller, rien était endommagé. Hein. Alors que les autres villages ou villes étaient à terre des fois. Hein. Ils ne rentraient pas avant de savoir qu'il n'y avait plus d'Allemands. Ils ne rentraient pas. Hein. Les armées françaises, les Américains, n'importe quelle armée, elles ne rentraient pas. Hein.
tirait jusqu'à ce qu'il était très sûr qu'il n'y avait plus d'Allemands. Tous les villages étaient, tout le long du Rhin, les villages étaient tous abîmés, hein. Et d'autres villes également, Colmar aussi, et toutes les villes, Tannes, tous les trucs autour. Hein. Donc, on peut dire que grâce à votre papa, oui. je veux dire, Guebwiller a été, Oui, dernier en réussissant à convaincre en fait le Oui. dernier commandant Oui, de la le place. dernier de la place, oui, le dernier commandant de la place, oui, qui a réuni ces hommes, ils sont partis. Et la météo, c'est ça, était des derniers jours avant la Je crois libération. que c'était froid. Il faisait froid, vous vous souvenez en fait de cette attente? Non, Terrible, oui. il faisait froid, mais je crois que même qu'il y avait de la neige, je ne sais pas, je ne suis pas Le sûre. jour de la libération, il n'y avait plus de neige. Il n'y avait plus de neige, donc c'était le dimanche, donc il n'y avait pas de neige le dimanche, non. Non. On avait un discours du premier adjoint de l'époque, M. Baumgartner. Il avait accueilli Montariol, Oui, etc. oui. Et il mettait qu'après un hiver terrible avec des fortes chutes de neige de plus de 60 cm, il y avait un redout et ça fondait. Ah. Et apparemment, ce dimanche-là, il y a eu du soleil. Il y avait du soleil, c'est possible, oui. Voilà, Parce que sur les photos, on voit les rues sèches, hein, on voit les... Oui. Et ça a aussi permis Oui. de voir où étaient les mines. Parce que tous les chemins étaient minés. Était miné. Et donc, comme ça fondait, ils ont réussi à Ah éviter oui. parfois. Enfin, voilà, moi j'essaye d'imaginer, mais c'est vrai qu'il a fait un discours quand Delattre est venu le 19 et il faisait la sieste l'après-midi, il se réveille, il y a du soleil. Ah, non, mais ça, je ne me rappelle pas. Il y a des choses Oui, non, mais tout à fait. qu'on ne se Mais rappelle c'est pas. clair, Ouais, mais c'est vrai que l'hiver, les jours précédents, c'était terrible. C'était terrible et les soldats avaient des gerçures, des engelures. Ah oui, des engelures et tout ça. Puis Oui. c'était des gens qui venaient d'Afrique du Nord et ils n'avaient souvent pas l'habitude d'avancer dans de telles conditions. Mais bon, moi, c'est juste ce que j'ai réussi à retrouver dans les écrits, dans les récits. C'est vrai que ça marque pas forcément. Le 4 février. Le 4 février, en quelques mots, le 4 février, ça représente quoi pour vous? Le 4 février, ce jour de la libération. Moi, j'étais peut-être... Vous aviez quel âge? 16 ans, oui, j'avais 16 ans, mais tout le monde disait ouf. On est libéré pour mon père. Maintenant, je ne sais pas si vous devez enregistrer ça, si je vous dis ça. C'est quelque chose que j'ai jamais dit, mais là, il faut le dire. Pourquoi mon père a jamais rien dit? Pourquoi mon père a jamais revendiqué quoi que ce soit? Hein? J'avais mon frère aîné, il avait 3 ans de plus que moi. Il était apprenti électromécanicien à Siemens aussi. Donc, il avait un copain qui faisait la même chose que lui. Ils ont fait leurs 3 ans de... Ah bon, en plus, comme mon frère, il était très sportif. Il avait des médailles de bronze, des médailles d'argent en tant que sportif. Il entraînait déjà les jeunes au Markstein à 17 ans. Hein. Et puis, donc, c'était un bel homme et tout. Et ce copain qui allait avec lui, qui était avec lui à l'usine, il avait une maman qui était avec un lieutenant allemand. Et ce lieutenant allemand a monté la tête à ce garçon. Donc, s'ils s'engageaient, ils auraient une belle vie, ils auraient ci, ils auraient ça. Ben, un gamin, 17 ans, et il voyait, hein, il était bien, certainement un bel homme aussi, cet officier. Hein. Et ce jeune a monté la tête à mon frère. Hein. Et puis, ils ont terminé leur apprentissage. Ils avaient l'apprentissage, leur truc en main. Il avait son certificat d'apprentissage. Donc, il n'avait pas de travail. Et un jour, il rentre à la maison. Il dit à maman, « Maman, j'ai signé pour les SS. » Elle a dit, « Maman, comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça au père ?» Alors elle a dû lui dire. Et mon père, ni un ni deux, il s'est habillé, il est allé, parce que le poste de SS était à la mairie, hein.
Il était à la mairie carrément. Il est allé là-bas, il a dit, mon fils vient de sortir de chez vous. Il a signé un papier pour le CSS. Vous m'enlevez ça tout de suite. Il a dit en allemand, Monsieur Kress, là, il n'y a rien à faire. Hein. Il a signé, il a signé. Si vous persistez, vous savez ce qui vous arrête. Si vous arrivez, vous et votre famille. Hein. Ah oui, mon père pouvait rien faire. Mon frère était engagé dans les SS. Et mon père lui a plus parlé. Il ne voulait plus rien savoir de lui. Hein. Il était parti, donc il a fait la Finlande, il a fait l'Italie, il a tout fait. Et puis, on l'a su par la suite, quand il était en Italie, il a dit à son supérieur, il est bénévole pour aller voir où sont les lignes américaines, ou à quel truc qui sont de chez eux. Et ils sont partis à 2. Et donc, il avait déjà dans la tête de déserter. Hein. Alors, arrivé au Pô, en Italie, ils ont enlevé tous leurs vêtements, ils ont traversé le Pô, et de l'autre côté, il y avait les Américains qui les ont reçus. Et les Américains, ils ont vu qu'ils avaient le signe en dessous du bras. Hein. Et il a été mis en Algérie, dans un camp de prisonniers en Algérie. Il les a mis. Et là, à partir de là, le truc SS, son supérieur, a écrit il était volontaire, il était très courageux, volontaire, et il n'est pas revenu, donc disparu. Hein. Et à partir de là, il était disparu, on ne savait plus rien. Et donc, le jour du défilé à Guebwiller, au premier défilé qu'il y avait à Guebwiller, on était au coin de la rue, à la rue de la mairie, là, on était au coin, papa et moi. Et il y a quelqu'un qui sort du défilé, qui vient vers mon père et qui dit « Monsieur Kress, votre fils, il vit. Il est prisonnier en Algérie, vous aurez bientôt des nouvelles. » Et ça, c'était un dentiste de Guebwiller qui était engagé volontaire en Afrique. Vous savez, il y avait beaucoup qui sont partis en Algérie. Et lui, c'était un dentiste qu'on connaissait d'avant, qui est donc venu vers mon père. Et bon, mon père, il était content, mais ma mère, c'était le chouchou de ma mère, hein, c'était l'aîné, et elle était contente, elle a soufflé. Hein. Et mon père a dit, s'il revient, il ne vient pas à la maison. Hein. Il ne rentre pas à la maison. Hein. Il n'a pas voulu le voir. Il était chez un cousin, et de son cousin, il est parti dans le barin chez sa marraine, qui avait une grande galerie. Il était là-bas, il s'est marié là-bas. Pendant des années, mon père n'est pas allé le voir. Après, je ne sais pas à quelle occasion. Non, il n'est pas allé. Jean est venu à Guebwiller. Bon, il ne pouvait pas nous dire, il ne le reçoit pas du tout, mais c'était des années. Ça a duré des années, hein, jusqu'à ce qu'il lui a parlé. Hein. Parce qu'il lui a fait du tort, il lui a fait tellement du tort à mon père. Hein, parce qu'il y a des gens qui savaient qu'il avait un fils qui était SS. Hein. Il y a des gens qui savaient quand même. Hein. Alors que lui, c'était le contraire. Hein. Ça, c'est papa et maman. C'est vos parents. Oui. Oui. Et donc ça, c'était... Bon, là, vous n'avez pas besoin de le mettre. Mon frère, là, celui-là qui s'est engagé, il avait 17 ans, là, il avait les médailles de sport. Hein. C'était un sportif, il fumait, il buvait pas rien du tout. Mais ski, tout le truc, l'athlétisme, tout. Hein. Il faisait de tout. Et là, il était comme ça quand il est parti. Quand il est revenu, il était comme ça. C'est pas le même, hein. Il était beau jeune, il était toujours un beau garçon, hein. Et toujours. Donc ça, c'était donc ma sœur, et ça, c'était le frère Robert, et ça, c'était le plus jeune qui est né en 1946 seulement. Ils sont tous décédés, hein, je suis la dernière. Ils sont tous partis, les jeunes, et les plus âgés, hein. Ils sont tous partis. Voilà. Lui, je l'ai vu une fois. Qui? En passant. Claude? Non, le grand. Jean? Jean. Non, je pense pas, quand tu l'as pas. Une fois Oh, quand il a dû venir. Oui. Mais le petit, là, celui-là, on a joué ensemble. Jean-Claude, oui. Oui, avec Jean-Claude, oui. Et Robert. On revient sur la libération.
À quel moment vous avez, il y a eu de la joie, il y a eu de la fête ou à Guebwiller, est-ce que vous vous souvenez? À quel moment? Bon, il y avait dans les rues, oui, je vois encore les tanks, les gens qui montaient sur les tanks. Et puis mon père, il disait, il y a des gens très chics et tout, qui montaient sur les tanks, qui embrassaient les Noirs. Il a dit, ça, j'aurais jamais pensé que d'une telle personne a embrassé les Noirs. Oui, bon. Parce que les libérateurs, les libérateurs étaient, beaucoup venaient d'Afrique du Oui, Nord. des Sénégalais, oui, les Sénégalais, il y avait beaucoup, Marocains, il y avait beaucoup, oui, il y avait. Bon, après, maman m'a encore fait travailler. Après, quand il y avait les occupants, les Français de revenus, ils avaient leur quartier général dans la pharmacie Reber, au-dessus de la pharmacie Reber. Là où il y avait la défense aérienne, c'était après le QG du commandant français de nouveau. De là de Tassigny? C'était pas Je sais la pas, Villa Lettiel, la je Villa ne sais pas qui Tudor. c'était, mais j'ai aussi quelque chose à raconter. Là aussi, maman a trouvé le truc d'aller faire le ménage. Qui c'est qui allait faire le ménage? C'est moi. Ouais, parce que là, il y avait même le Sénégalais qui était le truc du commandant, qui moussait les cravates avec de la mousse et de la mousse. Et je lui dis, il rigolait facilement. Hein. Je dis, il ne faut pas faire comme ça, je lui montrais comment il fait. Il rigole, arrêtait pas de rigoler. Et puis un jour, j'étais seule et le commandant de la place rentre et j'étais dans la chambre à coucher en train de faire son lit. Il m'a renversée sur le lit. Il voulait me violer, mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Hein. Il avait un coup de genou où il faut. Et il m'a pu toucher. Hein. Hein. Et parce que juste en face, il y avait la librairie de l'autre côté. Les fenêtres étaient même ouvertes. J'aurais pu crier, mais je n'ai pas eu besoin de crier. Hein. Il m'a vite lâché. Hein. C'est lui qui a crié. C'est lui qui a crié. Oui, ça aussi, vous savez, il y a aussi de ces choses qui se sont passées. Hein. Ah oui, non, c'est des deux côtés. Mais comme maman m'envoyait toujours travailler partout, je devais, avec le Sénégalais, je brossais à la paille de fer le salon parce qu'ils avaient des réceptions. Et puis c'était une grande pièce à brosser à la paille de fer, à nettoyer. Ben, j'étais toujours en train de travailler. Hein. Toute ma vie, j'ai travaillé. Hein. Et je travaille encore aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un souvenir, en fait, du général de Tassigny? Non, pas spécialement. Non. Parce qu'il est que, resté quand même relativement longtemps après. Du 19, oui, Moi, je l'ai vu, je l'ai côtoyé et ma petite sœur, mes parents pendant la guerre déjà, ils avaient commencé à confectionner un truc alsacien, le costume. le costume alsacien. Et elle était habillée en alsacienne le jour, c'était je Ah crois, oui, le Agnès. 19 oui, Agnès, c'était oui. le 19 février. Tout à fait. C'était la grande parade. Bah oui, Et là, il est venu. oui, il y a des photos avec les Alsaciennes, Il y a des oui. photos, mais qui sont perdues. Non, il y en a. Il y a un film. Il y a un film. Je pense que c'était, oui, il y a des traces officielles, disons. Hein, Alors, le 19 février, c'était le défilé. le grand défilé, donc c'est le grand hommage, hein, c'est ça, hein, aux Au libérateur. libérateurs. Libérateur. Quelles sont les images que vous avez encore en tête? Moi, Moi. je me rappelle que du défilé, je me rappelle pas du reste. Le défilé, donc il se passait quoi? Avec la chèvre devant. Oui, ça sont, oui, ça sont les harkis, non pas les harkis, les... Voilà. Vous pouvez reprendre un tout petit peu. Quelles sont les images ou du défilé? Alors que vous avez assisté au défilé? Assisté, non, on était au bord de la rue à regarder passer. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Beaucoup de monde qui asseyait les libérateurs, hein. Comme j'ai dit, qui montaient sur les chars, qui les embrassaient, et puis voilà, c'est à peu près ça qui me reste en mémoire. Hein. Après, on n'a pas fait attention à quel régiment ou quel truc qui passait. Mais le truc avec les boucs, c'était pas tellement à Guebwiller, hein, c'était Mulhouse.
Ceux avec le bouc, c'est ceux qui ont libéré. Il y avait une partie dans le défilé, ça, je me souviens. Oui. Ça m'avait frappé, là, ouais. On parle à un moment du buste d'Adolf Hitler il y avait un buste d'Adolf Hitler qui était à Guebwiller, qui aurait été jeté à terre. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Non. Tu te rappelles de ça? Je ne sais pas. Mais s'il devait avoir un buste, c'était qu'à la mairie peut-être. Hein. Pas à l'extérieur. À l'extérieur, je ne me rappelle pas du tout. En dehors, il n'y avait pas de monument. Non, je ne me rappelle pas. Ah, et ça c'était la famille de mon père. Il en manque, l'aîné, il n'est pas là, il était parti en Amérique déjà. Donc là, il y a votre papa tout petit, c'est ça? Non, là, Ça, c'est votre derrière, grand-père? derrière, Ça, c'est votre père? mon père. Et le plus jeune, là, l'oncle Émile, le blond, il a été engagé SS avec les derniers qu'ils ont pris. Ils l'ont mis en tant que SS aussi. Mais lui, il n'était pas tatoué, rien du tout. Hein. Mais ils les ont pris dans les SS. Et lui, j'étais anti-militaire et tout. Hein. Bon, il n'est pas resté longtemps. J'étais juste à la débâcle quand ils les ont pris encore. Oui, magnifique. Hein. Mais, oui, vu la taille. Hein. Mais vraiment. Ah, oui, Bolenbach, oui, Bolenbach, qu'on a connu, c'est un grand restaurateur. Hein, et puis, il était un grand partisan. Hein, je crois qu'il a. J'ai lu des trucs dedans, là, sur les partisans, sur les gens qui travaillaient dans le noir. Ça, c'est vrai, tout ça, c'est vrai, ces gens-là. Mais pas ceux qui sont venus en dernière minute. Hein. Ce genre FFI qui est venu en dernière minute, ça n'a rien à voir avec. Mais ça, c'est vraiment les gens qu'on connaissait. On savait ces noms-là. Ça avait quelque chose à voir. Vous voyez que déjà, en tant que partisan, en tant que qui savait tout. Il y a même ce monsieur Latcha qui savait tout aussi, qui travaillait avec mon père. Hein. C'est un monsieur qui est en parenté avec les industriels de Jungholz? De Soultz, Jungholz, oui. Ils avaient à Soultz un grand château, oui. Il était quand même déjà âgé à ce moment-là, ce monsieur. Mais voilà, et ça c'était des vrais trucs partisans. Il savait tout, lui, il savait je tout. pense que M. Bolenbach, comme il a été son canon d'or, qui accueillait beaucoup d'Allemands, hein, c'est clair. Je pense qu'il devait entendre beaucoup de choses comme ça. Ce Bolenbach, c'était le patron du Humbalor. Non, Bolenbach, le restaurant, l'hôtel au Lion d'Or. Canon d'or. Canon d'Or, en haut, à côté de l'église Saint-Léger. Il existe encore, hein, la maison, il existe encore. C'est une banque, hein, il me semble. Ah voilà, c'était quelque chose. Oui. Parce qu'on avait un grand-oncle qui venait que chez Bolenbach quand il venait à Mulhouse, à Guebwiller. Oui, il était aussi responsable des sapeurs-pompiers. Oui, ça j'avais un grand-père maternel qui est médaillé des sapeurs-pompiers allemands et français. Du temps allemand, avant oui, et français après. Je l'ai aussi quelque part avec tous les médailles. Et là, il avait aussi une famille, une fois qui est venue également, Mulhouse n'était pas libéré. Il y a une famille qui a été déplacée de Mulhouse vers je pense, aussi vers les trucs frontaliers, vers la frontière, là, vers le Rhin. Et un jour, ils étaient devant la mairie, il y avait un assemblement, avec un monsieur et une madame, avec une voiture d'enfant et un enfant à côté. Et beaucoup de monde autour. Alors mon père, il arrive, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ces gens-là, ils viennent de trucs, ils ne savent pas où aller, ils ne peuvent pas rentrer sur Mulhouse. Alors mon père a dit, venez avec moi. Il a dit, il y a toujours de la soupe chez nous. Hein. Alors il a dit, bon, chez nous il n'y a pas de place, ma belle-mère a de la place. Elle a appelé ma grand-mère, elle a dit, grand-mère, vous prenez les gens chez vous. Hein. Les quatre personnes, hein, le couple et 2 enfants, et la dame était plus ou moins déjà un peu pulmonaire. Ils étaient reconnaissants, ces gens-là.
aussi longtemps que grand-mère a vécu, elle a reçu des cadeaux. Tellement, et c'était des gens qui habitaient à Mulhouse, s'appelait Kreiner, et le monsieur était pompier à DMC. Et aussi longtemps, donc, ils sont restés à Guépulaire jusqu'à ce qu'ils sont pu rentrer sur Mulhouse nouveau. Et voilà, que des trucs comme ça, il faisait mon père. Hein. Effectivement. Oui. Et ça, M. Meyer n'en a jamais rien remarqué. Comme gamin, on n'était pas au courant de tout ça. Donc... Non, je veux dire, ton papa, je veux dire. Ah, oui. J'ai une petite anecdote, bon, c'était à Noël, juste le Noël 44, que mon frère, maman avait appris aussi, on avait le truc qu'il était encore disparu et on n'avait pas on n'avait pas de nouvelles. Ouais. Alors à Noël, le soir de Noël, enfin le soir, 6h du soir, hein, maman a dit, maintenant je me mets à la fenêtre, j'ouvre le volet et le premier militaire qui passe, je lui dis de rentrer. Et c'était un tout jeune qui allait vers la gymnastique tout seul. Vers la gymnastique, elle l'a fait rentrer. Et on n'avait pas grand-chose. On avait peut-être un morceau de kouglouf et un café. Et ils ont servi, ils ont discuté, parce que lui devait être rentré, il y avait le couvre-feu. Hein. Et je dis, bon, je pense que si mon fils est quelque part, il est peut-être aussi quelqu'un qui le fait rentrer. Hein. Et voilà, et puis ce jeune est parti, il était tout content. Un Allemand, un jeune Allemand, oui. Et il est reparti, bon, il était tout content. Hein. Oui, vous avez eu un